merci d'être nombreux à cette fin donc, de journée, enfin de nos 2 journées. C'est donc une table ronde dans le cadre de cette demi-journée liée au département, à sa réception, aux connexions et aux non-connexions d'ailleurs qu'il y a eu. À ce titre, donc, on a souhaité et on remercie beaucoup nos 4 collègues, puisque ici on replace les choses au sein du Louvre. La question était d'abord, on l'a vu, 1881, c'est une date très importante dans le domaine de l'archéologie orientale, mais pas forcément pour des départements ou des collections qui ont beaucoup souvent préexisté aux collections orientales. Et donc je rappellerai juste rapidement que le département des peintures, sans même parler de création administrative, est le plus ancien, le noyau des collections royales du musée du Louvre, à tel point qu'en fait on ne lui fait pas l'injure de donner une date de création, et que par ailleurs on a aussi la chance d'avoir parmi nous donc son directeur Sébastien Allard, qui est aussi un 19e et qui devrait donc nous aider à recontextualiser quelque part cette époque qui, on l'a vu, marque toujours tout ce qui s'y passe et ceux qui y vivent. De même, Ludovic Logier, donc conservateur au département des antiquités grecques, étrusques et romaines, est également peut-être une partie très ancienne de la collection royale du musée du Louvre et le noyau dur de ce musée des antiques auquel nous appartenions au départ, nous étant évidemment donc les antiquités orientales, la seule œuvre citée en 1817, qui est en fait le Cipe de Malte. Et puis, de même pour les antiquités égyptiennes, mais qui ont pris leur autonomie bien avant nous, puisque dès 1826, sous le règne de Charles X, le musée égyptien est créé, et notamment donc avec Champollion, qui lui aussi d'ailleurs fait le lien avec le Collège de France à l'entrée de cette vénérable institution aussi. Et puis, Yannick, donc directrice des antiquités, des arts de l'islam, pardon, eh bien, une collection qui a été elle aussi très ancienne, puisque dans les collections royales pour certaines œuvres, eh bien, a été une section des arts décoratifs, puis des antiquités orientales, puis enfin un département autonome. Et ça aussi, je pense, c'est révélateur de quelque chose, donc elle nous en parlera. Donc je ne rappelle pas évidemment que nous sommes quelque part dans cette chronologie, le département qui présente certes les œuvres les plus anciennes, remontant à 8000 ans, mais quelque part le plus récent, avec cette petite discussion potentielle avec les arts de l'islam. Donc, l'idée aujourd'hui est rapidement de parler de cette recontextualisation de la création du département, de sa réception, des connexions avec les autres collections au Louvre et des non-connexions aussi qui se sont faites. On a un peu plus de 30 minutes, ce qui est très court. On espère que c'est juste une première étape de discussion ensemble. Et on s'était dit que l'on voulait commencer avec la question de la familiarité versus l'exotisme, à savoir donc le fait que peut-être, notamment pour l'Égypte ou le monde gréco-romain, il y a une familiarité bien plus ancienne avec ces antiquités qui ont peut-être aidé, si vous pouvez nous en parler, alors que nous ne connaissions l'Orient que par la Bible, sans aucun lien direct, sans aucune connaissance visuelle d'eux-mêmes. Je ne sais pas si Christophe voudrait ouvrir le bal. Oui, effectivement, les antiquités égyptiennes ont été connues du public européen beaucoup plus tôt que les antiquités orientales, par 2 sources. La source principale, qui est une source biaisée, c'est la copie qu'en ont donné les Grecs et les Romains, et surtout les Romains, puisque pour une grande part, l'art égyptien n'était connu que par le biais de ce qu'on trouvait à Rome. Certes, quelques objets antiques ramenés par les Romains eux-mêmes, mais beaucoup de copies romaines, notamment les antinos de la Villa Adriana, qui ont été recopiés dans de très nombreux endroits. Ça donne donc une vue tout à fait biaisé qu'on voit dans ce mouvement artistique qu'on appelle l'égyptomanie, qui fleurit au XVIIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec un art égyptien de fantaisie. Pourtant, il y avait depuis très longtemps des objets authentiques connus en Europe, notamment par le biais des cabinets de curiosités. Les cabinets de curiosités, vous le savez, ce sont ces amoncellements d'objets très divers d'origine hétéroclite, et que rassemblaient les parlementaires, les grands dignitaires de l'Ancien Régime, pour leur prestige et pour le montrer à leurs collègues français ou étrangers.
En France, les objets arrivaient surtout par Toulon et Marseille. Donc les cabines de curiosité les plus importantes étaient souvent dans le Midi. Et l'un de ces plus grands, des antiquaires les plus connus dans ce domaine-là, c'est Peyresque, donc en Provence, dont on savait qu'il avait des objets égyptiens. Il en parle dans ses papiers, malheureusement dans des termes trop imprécis pour qu'on puisse aujourd'hui les identifier. Certains d'entre eux peut-être sont aujourd'hui au musée d'Aix ou d'Avignon, c'est possible, mais on ne peut pas les tracer. Donc une double filiation qui serait presque contradictoire, mais ces objets de curiosité avaient ces objets égyptiens dans les cabines de curiosité avaient une diffusion très restreinte, ce qui fait que la vision globale de l'art égyptien passait toujours par le filtre de l'art romain. Et puis le grand choc, le bouleversement, ça a été l'expédition d'Égypte en 1798-1800, par laquelle, vous le savez, le général Bonaparte avait emmené toute une armée de savants avec lui, qui ont diffusé leurs travaux dans la description de l'Égypte. Un ouvrage extraordinaire, publié entre 1809 et 1829, qui, presque pour la première fois, il y avait déjà eu quelques dessins antérieurement, publiait des dessins presque fidèles à la réalité architecturale et notamment des reliefs. C'est à la suite de cette révélation, les consuls occidentaux en Égypte ont surfé en quelque sorte sur la vague pour amasser de grandes collections, pour faire des affaires tout simplement, et les vendre en Europe, qui à leur tour ont diffusé la connaissance de ces objets jusqu'ici inconnus. Et c'est comme ça que de proche en proche, on en est arrivé, bien sûr, avec la pierre de Rosette, découverte par les Français, et ensuite dont le principe a été découvert par Champollion, et on est arrivé ainsi à la création du musée égyptien du Louvre en 1827, qui s'est arraché aux antiques, dont ils avaient eu beaucoup de mal à se défaire, il faut bien le dire, puisque comme vous le savez, le musée c'est comme une cellule vivante qui ne cesse de se subdiviser. Première subdivision avec nous quittons le grand frère, et après c'est votre tour. Voilà en quelque sorte le panorama qu'on peut dresser de la vision des antiquités égyptiennes au début du XIXe siècle. Merci beaucoup. Alors le grand frère. Oui. Bill Brother prend la parole. Effectivement, notre histoire est une suite d'amputations, et pourtant nous ne sommes pas manchots, mais nous nous sommes séparés des antiquités égyptiennes, de la sculpture moderne, des antiquités orientales, en tout cas du musée assyrien. Alors évidemment, quand on parle des antiquités classiques, ce qui vient à l'esprit immédiatement, c'est la grande familiarité pour ces civilisations, dirais-je, civilisations romaines, grecques et étrusques, dans un second temps. Donc je verrais ça plutôt du point de vue de l'Antiquité grecque, parce que c'est plus intéressant pour les points de contact. Et là, effectivement, il y a peut-être aussi l'histoire d'un malentendu, parce que l'anticomanie telle qu'elle se développe dès la fin du XVe siècle et au XVIe siècle est une anticomanie liée à des collections italiennes. À Rome, ce qu'on admire, ce sont les collections du Vatican, et on croit voir de l'art grec. Parce que pendant très longtemps, on ne comprend pas que cet art ne reflète pas directement ce qu'on lit dans les textes. L'anticomanie, c'est aussi un phénomène de philologue. On pense que tout ce qu'on voit dans la cour du Belvédère, ce sont des originaux grecs. On met du temps à comprendre qu'il s'agit en fait de copies romaines. Donc il y a finalement une forme de maturation pour arriver à comprendre ce que c'est que l'art grec de première main. Et pour parler du musée du Louvre, effectivement, notre collection, notre département est l'un des plus anciens. Il arrive juste après le département des peintures, à la toute fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. On présente au Louvre une plaque du Parthénon. Ça, c'est important. Quand Napoléon Bonaparte passe au Louvre, en tant que premier consul, il demande à ce qu'on lui montre ce qu'on pourrait voir de Phidias. Et ça dit bien quelque chose de l'esprit du temps. Alors, Visconti cherche dans les caisses de la collection Choiseul-Gouffier, et on présente très vite la plaque des Argastines. Mais finalement, c'est bien peu. Alors, si on rentre dans le détail, il y a aussi la collection du marquis de Nointel, ambassadeur de Louis XIV à Constantinople, qui rentre aussi au Louvre au début du XIXe siècle. Mais c'est peu de choses. Et il faut laisser s'écouler tout le XIXe siècle pour que ce malentendu se réduise, notamment avec une expédition scientifique qui est la petite sœur, cette fois-ci, de l'expédition scientifique d'Égypte. C'est l'expédition scientifique de Morée, liée à la guerre d'indépendance, d'où l'arrivée au Louvre des marbres d'Olympie. Et puis je n'égrènerai pas, bien sûr, toutes les missions archéologiques qui suivent. On en a beaucoup parlé hier
parce qu'elle concerne parfois des personnages qui ont été importants dans nos deux domaines, la mission Texier en Asie mineure, ou la mission Eusée, je suis quand même obligé de le nommer, Eusée qui, dans un premier temps, redécouvre pour nous la Grèce du Nord, la Macédoine, c'est l'expédition de Macédoine de 1861. Et on voit comment, progressivement, ce malentendu se réduit, c'est-à-dire cette archi-familiarité pour les antiquités classiques, mais une antiquité grecque qu'on connaît de mieux en mieux au cours du XIXe siècle, avec l'arrivée des marbres du Parthénon, bien sûr, à Londres, des marbres d'Égine à Munich, et pour le Louvre, certains marbres du Parthénon, ou encore la Vénus de Milo en 1821 et les marbres d'Olympie. Merci. Et du coup, effectivement, si quelque part on pourrait comprendre qu'au 19e, le monde gréco-romain et l'Égypte sont mieux connus, plus directement connus, et quelque part on se rend compte que cette familiarité, elle est fausse, eh bien, pour l'Orient, c'est vraiment la première rencontre directe en allant donc au-delà d'une connaissance très éloignée, très indirecte et déformée par la Bible et les auteurs anciens. On va finalement de plus en plus s'y intéresser scientifiquement, aller en Orient avec de plus en plus de voyageurs. Ça se passe au 19e, ça commence au début du 19e, à la période romantique, et Sébastien se proposait d'essayer de nous parler de ce contexte. Oui, alors sur la question du contexte, alors la problématique dévie un petit peu avec le département des peintures, d'une part parce que c'est un département qui n'a été que très récemment amputé avec la création du musée d'Orsay, donc on est resté à peu près dans notre voilà. Et d'autre part, ma problématique n'est pas celle des objets, mais de la réaction des artistes ou du public à ces objets, en particulier des peintres. Alors, en particulier à ces objets archéologiques qui arrivaient. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'Égypte a été un terrain favorable qui a permis une assimilation plus ou moins rapide et plus ou moins intéressante par les artistes des objets qui vont arriver ensuite d'autres horizons. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que, si j'en reviens à l'Égypte, lorsque les objets, avec la création du musée Charles X, entre autres les objets égyptiens, arrivent au musée du Louvre, on aménage ce musée avec un certain nombre de critiques pour savoir si vraiment ces objets sont des œuvres d'art et ont leur place dans un musée ou sont simplement des documents et donc on aurait plutôt leur place à la Bibliothèque royale, ce que pensent la plupart des organisateurs du musée, à part le directeur, mais en tout cas l'architecte Fontaine ne voit pas du tout l'intérêt de ces objets. Et on demande donc aux artistes, ça c'est un élément assez intéressant, de décorer les salles du musée Charles X en fonction des objets qui y sont représentés. Alors en particulier les plafonds. Alors les artistes sont doublement ennuyés, d'une part parce qu'on ne sait plus faire de décors plafonnants au début du 19e siècle, puisque la peinture illusionniste ayant été considérée comme de l'art du décor, c'est pas de la peinture, donc on ne sait pas faire. Et deuxièmement, avec ces objets égyptiens, qu'est-ce qu'on va peindre? Donc ça donne, dans une des salles en particulier, l'histoire de Joseph. Donc c'est effectivement toujours la référence biblique qui est là présente. Et si je dois très brièvement résumer, en tout cas au début du XIXe siècle, si je dois résumer, disons, le point de vue des artistes ou qu'on doit avoir vis-à-vis de ces objets qui ne relèvent pas des catégories esthétiques canoniques, en gros, qui ne relèvent pas du beau idéal, disons, au XIXe siècle, donc qui ne sont pas des références comme peut l'être la sculpture, entre guillemets, grecque ou gréco-romaine. Il y a peut-être trois approches qu'il faut essayer de démêler, mais qui, dans la réalité, sont un petit peu mêlées. Et pardon pour l'accumulation de ismes que je vais vous donner. Il y a la question du primitivisme. C'est ce que madame vous évoquiez précédemment, donc là qui est une attitude artistique avec ces objets étranges qui viennent de loin, qui peuvent servir de modèle, en tout cas qui peuvent servir de modèle à une refondation des arts, qui passent à côté des bons principes. Et là le musée de ce point de vue-là a été extrêmement libérateur,
parce que ça a permis de mettre tous ces objets directement à disposition et librement à disposition des artistes, et en particulier des jeunes artistes qui vont commencer à les copier, non pas parce qu'ils pensent nécessairement que ça a une grande valeur artistique, mais parce que c'est intéressant, et pour certains, il y a l'idée de refaire, comme Ingres, le cheminement depuis ces œuvres, entre guillemets, primitives, jusqu'au bon principe, c'est-à-dire jusqu'à Raphaël, et de savoir à quel moment on a pris la mauvaise voie. Donc il y a cette question-là du primitivisme qu'on va retrouver chez Ingres, qu'on va retrouver chez Degas, et qui va assimiler ces objets, notamment les objets assyriens, etc., à une force créatrice. L'exemple, par exemple, c'est le profil. La question du profil, et ces objets vont être assimilés aux primitifs nordiques, par exemple. En gros, Ninive ou Vanek, même combat. Parce que voilà, il y a des représentations qui sont bizarres. Il y a cette valorisation du trait qu'on trouve aussi en Égypte d'ailleurs, mais peut-être ça aurait été moins frappant. Donc il y a ce côté du primitivisme, l'exotisme aussi, donc qui est quelque chose d'un petit peu plus, disons, superficiel, et qui va se diversifier effectivement au fur et à mesure qu'on va connaître des territoires de plus en plus divers, de plus en plus lointains, ou des périodes historiques elles-mêmes de plus en plus lointaines. Et puis un autre terme qui est le terme d'orientalisme qu'on utilise, qui a cette particularité que orientalisme implique une sorte, sinon d'opposition, en tout cas de face à face, de confrontation avec l'Occident. Donc on aurait occidental et orientalisme. Et de ce point de vue-là, disons, l'analyse des artistes par rapport aux événements bibliques qui leur servent de source d'inspiration pour leur création, pour les sujets des tableaux d'histoire, en gros, est assez intéressante parce qu'il y a soit les textes bibliques, soit les textes antiques, grecs ou autres, est assez intéressante parce qu'ils vont être relus comme des épopées héroïques. En fait, par exemple, la Bible est relue à l'époque romantique comme une sorte de grande épopée héroïque, et donc on voit se multiplier effectivement les sujets, la chute de Ninive, la chute de Babylone, le déluge, etc., la ville prise, ce genre de choses. Et effectivement, l'orientalisme va apparaître, enfin dans les tableaux, si on songe par exemple à la mort de Sardanapale de Delacroix, la fascination des contemporains, on est en 1827, la fascination, c'est cet Orient qui présente des valeurs morales, politiques, historiques, qui sont contradictoires, opposées aux valeurs morales, historiques, politiques contemporaines, et qui de ce fait sont fascinantes, et qui incitent d'ailleurs un artiste comme Delacroix à proposer des valeurs artistiques, une manière de créer des tableaux qui sont tout à fait, bon, pour aller un petit peu vite, on dirait anti-académiques. Donc voilà un petit peu comme on peut brosser, je crois, la perception contemporaine au début du siècle. Et puis plus le siècle va avancer, parce que vous êtes sur des chronologies qui sont beaucoup plus longues que les nôtres, mais nous on est parfois sur 10 ans, on se bat sur 10 ans, et le siècle va évoluer avec ce primitivisme qui va être maintenu pour revenir en force au début du XXe siècle, et puis une évolution de plus en plus grande du côté d'un pittoresque, disons exotique ou orientaliste, où l'érudition va devenir l'enjeu de la représentation. Voilà. Merci beaucoup. Et alors on avait, j'espère que ça marche ou pas, sinon je vais le faire avec ça. On s'était permis, pour faire suite à ça, juste en illustration, et ça rebondit sur ce que vous avez présenté à l'instant. Effectivement, Sébastien vient d'en parler, la question finalement de la valeur qu'on accorde à ces monuments directs qui arrivent au musée, qui finalement y trouvent leur place et la gardent, entre une valeur de beau mais qui bouscule un peu la hiérarchie des arts et qui est très discutée, ou plutôt de documents historiques. Et donc pour vous amuser ou compléter, effectivement, les Anglais n'y sont pas particulièrement favorables.
noble. Et donc on a pour le coup même Layard qui s'en fait le défenseur pour compléter ce qui a été dit. Layard est celui qui veut que les sculptures assyriennes soient présentées au British Museum contre les trustees. Cependant, voilà, il doit aussi se battre et lui, il considère, donc se battre même avec ceux qui s'y intéressent, je précise. Il écrit en 1845 que les sculptures assyriennes sont incommensurablement supérieures aux figures rigides et mal proportionnées des monuments pharaoniques. En fait, le grand écart qui sépare l'art barbare de l'art civilisé a été franchi en Assyrie. Et pourtant, donc, Rawlinson, qui est parmi les déchiffreurs, enfin, qui va se passionner et même, j'oserais dire, se mettre en danger, hein, Nicole pourrait le raconter, en escaladant les falaises, donc au péril de sa vie pour mieux connaître l'Orient ancien, n'est pourtant pas convaincu de la valeur esthétique, en répondant que malgré tout, il continue de penser que les marbres de Ninive ne sont pas valables en tant qu'œuvre d'art. Est-il possible à un simple admirateur du beau de les voir avec plaisir? Certainement pas. En cela, ils sont dans la même catégorie que les peintures et sculptures de l'Égypte, de nouveau, désolé, et de l'Inde. J'espère que vous comprendrez cette distinction. Lorsque je critique le dessin et l'exécution, vous comprendrez que je le fais parce que votre taureau ailé n'est pas l'Apollon du Belvédère. Donc ça, peut-être, Sébastien, vous pouvez nous restituer et comment finalement ça va évoluer assez vite. Vous nous aviez notamment parlé du sublime qui aide à bousculer tout ça. Oui, en fait, est résumée là toute l'histoire des musées au XIXe siècle, et je dirais au-delà du XIXe siècle encore aujourd'hui, entre la tension entre les catégories esthétiques et les classifications historiques, et qu'on a connu au moment aussi de la création, enfin ça ne serait pas une catégorie esthétique, mais ça serait une catégorie ethnographique, etc., même au moment, tous les débats qui ont eu au moment de la création du musée du Quai Branly, pour savoir s'il s'agissait d'œuvres d'art, d'objets ethnographiques, et donc ça c'est assez fondamental, je pense, dans la définition des musées, dans la définition des musées, dans la vie des musées, en tout cas au XIXe siècle, au sein même d'ailleurs de ce qui était la galerie des peintures, cette tension que j'évoquais précédemment entre les références et Raphaël et les, entre guillemets, primitifs, Van Eyck ou Giotto, etc. Et on voit qu'on a des aménagements du musée où on maintient une tribune, du nom de la tribune de Florence, où on garde les bons principes, et puis des développements historiques qui permettent de comprendre comment on en arrive là, et de dégager en gros les bons principes. Et effectivement, ces objets archéologiques, la tension entre objet, œuvre est extrêmement flottante. Sur la question du sublime, elle renvoie à cette perception des sources, plutôt écrites d'ailleurs, comme épopée héroïque, et en particulier la Bible, qui est relue non seulement par les artistes, mais aussi par les poètes, sous cet angle-là. Alors évidemment, dans les représentations, on va de plus en plus essayer de glisser des éléments, disons vrais, le détail vrai. Alors au début, par exemple, si on regarde dans les décors de théâtre, par exemple pour Babylone, au début pour Sémiramis ou pour Tyro Babylone, si on veut faire babylonien, on fait un décor égyptien. Voilà. Donc c'est la flûte enchantée ou Babylone, c'est la même chose. Et puis petit à petit, en fonction qu'on découvre des objets assyriens, on ajoute des petits détails, j'exagère un peu dans ma présentation, mais jusqu'à un moment où finalement le détail envahit le tout. Et comme je disais, l'érudition devient l'enjeu de la représentation. On abandonne un certain nombre de sujets historiques pour faire le marché aux esclaves babylonien, avec des tonnes de détails assyriens autres qu'on mélange. Et tout ça est destiné évidemment à satisfaire le goût d'un public bourgeois, qui est nourri de culture, qui se croit en tout cas nourri de culture ou de vernis de culture archéologique, stimulé et par la presse illustrée, qui joue un rôle tout à fait déterminant, et évidemment par ces objets qui arrivent dans les musées et qui sont mis à leur disposition. Ça tue un peu le sublime, hein, là. Voilà. Et qui
sont discutées donc très rapidement aussi. On a repris là, en 1847 dans l'illustration, donc après l'ouverture du tout premier musée assyrien, de nouveau, je ne vais pas en rajouter de nouveau sur l'Égypte, mais donc après avoir mis l'art assyrien au regard de celui des Égyptiens, il ne sera point déplacé de le mettre en comparaison avec l'art des Étrusques ou des Grecs. Et pourquoi non? Donc on sera conduit à penser que les Grecs et les Étrusques ont commencé par imiter, pour le perfectionner plus tard, l'art des Assyriens. Alors Christophe veut réagir, défendre. Non, je voudrais juste revenir un tout petit instant sur la perception de l'art égyptien par les artistes, par un petit détail qui vous intéressera peut-être. Le peintre Granet, qui appartient à l'école d'Ingres, je crois, si je ne me trompe pas, avait une collection personnelle d'objets égyptiens de très grande valeur. Pas beaucoup, mais de très très beaux, qui sont aujourd'hui à Aix-en-Provence. Il ne les a jamais reproduits dans son œuvre, à ma connaissance. Je crois que ça illustre toute la distance qu'il y a entre la curiosité et le fait que ça puisse accéder au beau sur les toiles. D'ailleurs, Sébastien, vous ne disiez pas que Ingres interdisait qu'on s'éloigne de Rome? Oui, il y a eu quelques éléments, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les découvertes archéologiques nous permettaient d'en savoir un petit peu plus, notamment par exemple sur la polychromie grecque ou des temples grecs, etc., même un artiste comme Ingres, qui a étudié les vases grecs pour revenir pour refaire le chemin de la peinture depuis les origines, c'est-à-dire les vases jusqu'à Raphaël, eh bien, par exemple, la polychromie de l'architecture grecque lui posait un énorme problème et finalement, il interdisait, et puis interdire à certains moments aux pensionnaires de la Villa Médicis d'aller en Italie du Sud pour qu'ils ne perdent pas, en fait, qu'ils ne soient pas mal, qu'ils ne suivent pas la mauvaise voie morale et artistique. Merci. Alors en parlant d'anecdotes, je crois que Ludovic va bousculer tout ça, puisqu'en fait, dès le 19e, la hiérarchie des arts est stricte et en même temps pas si stricte, rien n'est jamais simple. Alors l'anecdote, je la donnerai ensuite, je sais qu'Ariane Thomas l'aime beaucoup, mais je rappelle un peu la hiérarchie des arts, indexée en fait par la leçon de Winkelmann, rappelons-le, qui elle-même repose sur une vision hegelienne du développement des arts plastiques. Autrement dit, toute civilisation connaîtrait une phase de balbutiement, un apogée et puis une décadence. Et dans cet ordre, l'art grec véritablement constitue la phase de l'apogée, du sublime, du beau. Alors encore une fois, Winkelmann travaille en Italie, c'est le préfet des antiquités pontificales, donc ce qu'il voit, ce ne sont pas des antiquités grecques, il le reconnaît un peu. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il rêve de partir dans le Péloponnèse et d'aller à Olympie. Il meurt dans des conditions obscures juste avant de prendre la mer. Ce qu'il décrit, lui, c'est l'Apollon du Belvédère, le Laocoon, le Torse, le massacre des Niobides, en disant que c'est pas tout à fait d'ailleurs le meilleur du meilleur. Qu'est-ce que ce serait si on voyait le sublime de Phidias? Mais donc, dans cette affaire winkelmannienne, l'Apollon du Belvédère occupe des pages et des pages que tout le monde lit à partir de la publication de l'histoire de l'art des anciens en 1764, et dont on abreuve les étudiants de l'Académie de France à Rome, et notamment les élèves d'Ingres, pour citer ce qu'évoquait tout à l'heure Sébastien. Et à un moment donné, tous ces beaux esprits n'en peuvent plus de Winkelmann et n'en peuvent plus de l'Apollon du Belvédère. Et ce qui explique l'étymologie actuelle du mot navet. Pour nous, un navet, c'est un très mauvais film, et il en sort beaucoup en ce moment, puisqu'on les a en réserve depuis le début du Covid. Avant ça, un navet, c'est une mauvaise pièce de théâtre, c'est vrai au XIXe siècle, mais tout ça vient du milieu des jeunes artistes qui considéraient que l'Apollon du Belvédère était un navet parce qu'il était mou, notamment ses cuisses, ses jambes avaient la forme de navet. Alors, on comprend bien, et c'est ce que disent les dictionnaires étymologiques du XIXe siècle à propos du terme navet pour une mauvaise pièce de théâtre. Alors ça dit bien qu'à un moment donné, on commence à repousser un peu ce modèle du beau sublime, la leçon winkelmannienne. Mais tout ça est très relatif, parce que pour cette expression-là, rappelons tout de même que l'Apollon du Belvédère reste une référence pour tout l'art académique du XIXe siècle. J'en veux pour preuve les écorchés de Jean-Galbert Salvage, et on pourrait citer bien sûr aussi le gladiateur Borghese, qui occupe encore aujourd'hui l'amphithéâtre d'anatomie, en tout cas sous la forme d'un moulage, pour apprendre à bien dessiner. Et ce qui est dommage au XIXe siècle, en fait, c'est que on s'attache toujours à cette idée du beau sublime,
Et il faut bien lire Winkelmann. Winkelmann parle aussi des conditions de production d'un art sublime, autrement dit, un art nourri par une civilisation éclairée et libre. Et pour lui, c'est le cas des Grecs. Donc, si après c'est la décadence, c'est parce que les Grecs ont perdu leur liberté aux dépens des Romains. Et ce qui se passe avant, ce sont les balbutiements, tout simplement parce que la société grecque n'est pas encore libre, elle est régie par des systèmes comme la tyrannie. Donc ça disqualifie ce qu'on aurait pu regarder en commun au XIXe siècle, c'est-à-dire, pour les Grecs, l'art archaïque ou l'art géométrique, où là, les points de contact auraient été passionnants à étudier tôt avec les antiquités orientales. Merci. Alors, je vais me permettre de passer la parole à Yannick, qu'on bouscule un tout petit peu ce qu'on avait prévu, parce que, pour le coup, les arts de l'islam ont un cheminement inverse et sont d'abord des objets d'art avant de devenir des documents historiques et d'être rattachés aux sections archéologiques pour un temps. Oui, merci Ariane. C'est peut-être encore un peu plus compliqué ou subtil. En tout cas, je dirais que si on se rattache à la séquence chronologique de ce colloque entre 1881 et 140 ans après, je dirais qu'il y a 2 temps pour ces collections dites art de l'islam en lien avec les antiquités orientales. Il y a avant 1945 et après 1945. Comme tu le rappelais précisément, des arts de l'islam, il y en a au Louvre depuis la création du Louvre à la fin du XVIIIe siècle, puisqu'il y en avait beaucoup dans les collections royales, que ce soit Louis XIV ou François Ier. Beaucoup de nos souverains étaient fascinés par l'Orient à travers les relations diplomatiques et les cadeaux diplomatiques qui permettaient déjà à ces beaux objets d'Orient ou d'Afrique du Nord d'arriver dans les collections royales et princières. Ce qui est intéressant, en tout cas, je dirais jusqu'en 1945, où nos destins sont partagés, puisque la reconfiguration des collections nationales qui va s'opérer après la Deuxième Guerre mondiale va effectivement rattacher ces collections d'art islamique au département des antiquités orientales, créant d'ailleurs, c'est toujours intéressant de le rappeler, un inventaire spécifique, puisque votre inventaire démarre par AO, Antiquité orientale, et à ce moment-là, un nouvel inventaire pour nous est créé en MAO, qui veut dire musulman, art oriental. En tout cas, avant 1945, d'un point de vue strictement administratif dans l'organisation des collections au Louvre, c'est intéressant de noter que 12 ans après la création du département des Antiquités orientales, c'est-à-dire en 1893, est créée une section des arts musulmans au sein du département des objets d'art, avec en tête de cette section le fameux Gaston Mijon, dont on a parlé auparavant, un des 3 directeurs fondateurs de la revue Syria. Ce qui montre d'emblée pour je dirais la vie académique finalement en lien avec ces collections, à la fois toujours des doubles appartenances, puisque à la fois c'est une époque où en plus va se développer très vite et s'accélérer l'orientalisme. En tout cas, cette époque en lien avec les objets, on pourrait dire donc à partir de 1880, ou en tout cas le dernier tiers du 19e, est clairement pour nous une période de circulation et du développement du marché de l'art de ces objets, et on se situe, comme tu l'as bien dit, dans une vision en fait des beaux objets. Donc c'est logique à ce moment-là qu'au Louvre, ces œuvres soient vues comme des objets d'art, effectivement. Et puis on voit bien dans la participation notamment à la revue Syria, mais aussi dans la participation aux fouilles archéologiques, ça donne encore la dualité de ces collections. Nous sommes une collection d'objets d'art, mais quand on parle des œuvres du 7e, 8e, 9e siècle et même du 12e siècle, nous sommes aussi dans des collections archéologiques.
Et nos deux grandes collections archéologiques sont Suse, comme par hasard, évidemment, même si les Achéménides fascinaient les dieux la foi, très vite, les responsables des fouilles de Suse vont aussi, de même qu'ils s'intéresseront aux Élamites, vont aussi fouiller les niveaux islamiques, puisque cette ville a continué à être une des capitales du début de l'islam dans la région. Et l'autre grand chantier, c'est Samarra, fouillé par Violet notamment, et, au tout début du XXe siècle, la fouille notamment de 1910 et 1911. Donc nous avons aussi, alors que nous ne sommes pas encore attachés au département, cette vocation archéologique, et on le voit bien dans la vie académique, qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais ce serait très intéressant d'étudier l'apport finalement de Gaston Migeon et de toute cette génération de savants qui va créer la chaire à l'école du Louvre, qui va faire ses expositions fondatrices à Paris en 1903 et en Allemagne en 1910. Finalement, le destin est déjà aussi sur des terrains géographiques sur lesquels fouille finalement cette communauté de savants au Proche-Orient, en Égypte ou ailleurs. Il y a quand même beaucoup de filiations savantes entre ces différentes générations qui se succèdent. Et puis, effectivement, 1945, pourquoi décider de rattacher cette collection au département des antiquités égyptiennes, c'est qu'elle avait eu un petit détour entre les objets d'art et les antiquités égyptiennes, puisque dans cette vie effectivement... Orientale, tu fais un lapsus. Orientale, Lapsus. Elle veut réparer l'affront fait à Christophe. Orientale, oui. En tout cas, dans ces cellules, effectivement, qui se divisent et se recomposent sans cesse avec les collections du Louvre, il y a eu un département des arts asiatiques entre 1932 et 1945. Et donc, même si dans la vie savante, finalement, les choses n'étaient pas si claires que ça, mais en tout cas, dans le collectionnisme, les collectionneurs s'intéressaient dans cette période des années 30, beaucoup, à la fois à l'art d'Extrême-Orient et aux arts islamiques. Voilà, mais 45 recompose toute cette vision des collections nationales. Le musée Guimet est créé et devient un vrai musée national des arts asiatiques. Et là, la réflexion du directeur des musées de France à l'époque, qui connaissait bien les antiquités orientales, était de finalement rattacher cette collection aux antiquités orientales, même s'il y a des collections égyptiennes aussi chez nous, simplement, et ce n'était pas idiot finalement, dans ces logiques de recomposition administrative, de se dire c'est bon an mal an des mêmes territoires, même si on n'a jamais su rentrer dans ce territoire, puisque nous on va de l'Espagne à l'Inde en passant par l'Afrique du Nord. Voilà, mais en tout cas je sais que cette période entre 1945 et 2003, où enfin nous sommes devenus indépendants dans notre hétéroclisme de collection. Mais je sais que ça a été une période de cohabitation heureuse dont certains ici ont été témoins. Voilà cette histoire. Merci. Alors, pour le coup, c'est vrai, enfin, on le rappelle, tu l'as rappelé, tu as cité des sites où finalement on trouve d'abord les niveaux islamiques, que ce soit à Suse ou à Samarra, et puis bien plus tard, parfois, dans le cas de Samarra, on retrouve des niveaux préhistoriques. Mais bon, c'est vrai que le lien n'a pas été fait immédiatement, malgré, et ça a été évoqué hier, mais je ne m'appesantirai pas ça, là-dessus, sur cette espèce de fantasme de l'Orient permanent que, pour le coup, les modernes et contemporains ont longtemps essayé de retrouver. En revanche, si peut-être une explication du lien qui n'a pas été fait immédiatement, c'est qu'on doit l'avouer, les archéologues, et jusqu'à très récemment, avaient quelque part l'espoir de ne pas trouver de niveau islamique, ou l'espoir qu'il soit peu nombreux,
nombreux, peu longs, et que l'on puisse assez vite arriver au niveau vraiment intéressant, à savoir donc le niveau d'antiquité orientale. Non, c'est pas complètement faux. Hein. Donc, et donc, contrairement peut-être à ce qu'ont fait certains archéologues grecs qui se sont intéressés aux périodes dites classiques, avec pendant un moment presque un rejet des périodes plus primitives, des périodes pré-classiques et encore plus avant, eh bien au contraire, on peut dire qu'il y a vraiment eu une dynamique derrière, avec le fantasme des origines, de trouver toujours plus vieux, toujours plus ancien pour l'Antiquité orientale, et ça nous a amené pour le coup à aller presque sur les mêmes territoires effectivement que les arts de l'islam, donc depuis l'Asie centrale jusqu'à l'Espagne, comme on l'a rappelé hier. Alors peut-être qu'un des inconvénients de cette quête fantasmée ou pas seulement, c'est d'avoir abouti assez vite, on l'a montré, en 1880 et puis très vite ensuite, on continue encore plus, à une très grande pluralité de cultures, un très très large spectre chronologique et géographique qui, quand tous n'avaient pas les velléités d'une Jane Dieu-la-foi pour rendre les choses accessibles et publiques, n'ont pas forcément non plus contribué à donner une image facile et accessible de l'Antiquité orientale, qui a encore aujourd'hui, on doit l'avouer, une réputation d'une certaine austérité et d'une relative grande complexité, qui d'ailleurs du coup se retranscrit même, et là c'est une image de l'exposition universelle de 1889 à Paris, à laquelle avait grandement œuvré Léon Heuzet, sur laquelle on est revenu hier, qui faisait pour le coup œuvre de diffusion, de médiation avant l'heure, et où pourtant se chevauchent les périodes. On voit un acteur jouer un Gudea avec derrière un fragment évoquant l'Apadana perse, le char de Sargon, des reliefs de Nimroud. Bon, tout ça est un peu mélangé en termes de période et d'espace, et cette pluralité, encore une fois, on peut en rediscuter, mais a sans doute contribué à cette réputation d'une certaine difficulté à être appréhendée du grand public, et qui s'oppose pour le coup à une dynamique. Nous n'avons pas assez fait preuve de montrer l'unité dans la pluralité en archéologie orientale, mais l'Égypte, au contraire, souffre du phénomène inverse, le fantasme de l'unité temporelle et spatiale, qui n'est pas si vrai. Je ne sais pas si on en souffre ou si on en bénéficie. Parce que c'est vrai que l'Égypte apparaît comme un bloc, d'abord parce que ça correspond à une réalité géographique, à une réalité culturelle, ressentie comme telle depuis l'Antiquité. Les Grecs parlaient de l'Égypte, les Égyptiens eux-mêmes parlaient de la Haute et de la Basse Égypte. C'était vraiment une identité extrêmement forte. Et puis une identité évidemment liée à l'unicité de l'écriture, les hiéroglyphes qui ont fasciné des générations. Avant même Champollion, déjà l'abbé Barthélemy souhaitait bien déchiffrer les hiéroglyphes, et s'il y avait une pierre de Rosette, c'est sans doute lui qui aurait trouvé. Et voilà, ça correspond à une réalité. Alors la faiblesse, effectivement, pour nous, c'est plutôt pour notre discipline, puisque nous sommes trop souvent, nous les égyptologues, égypto-centrés. On s'occupe de nos petites affaires et on regarde parfois avec un peu de condescendance ce monde bizarre et mouvant qui s'accroche à nous pour la chronologie, souvent. Et puis Ludovic, toujours dans ces comparaisons de disciplines antiques qui se sont construites en se regardant et en se regardant pas aussi, discipline bicéphale, qui ne regarde pas ces anciens, ces primitifs. Évidemment, l'hellénocentrisme, c'est quand même un concept en soi, mais je dirais aussi cette obsession très longtemps pour l'art classique, qu'il s'agisse de l'art du 5e siècle ou du 4e siècle avant Jésus-Christ, et on en a déjà parlé tout à l'heure, mais dans notre discipline, je parle surtout pour les antiquités grecques, le rythme n'est pas le même pour les antiquités romaines et la notion de l'art du Latium ou de l'art étrusque. Pour l'antiquité grecque, il faut revenir sur la notion de primitivisme que Sébastien Allard mettait en avant très justement tout à l'heure, et je dirais le primitivisme dans son acceptation la plus forte à la toute fin du XIXe siècle, quand il devient pratiquement non plus une enquête de comment est-ce qu'on s'est départi de la bonne voie ou de quoi on est parti, mais quand ça devient la chose à mettre en avant.
à la toute fin du XIXe siècle en peinture, et puis il faut citer aussi les avant-gardes qui s'en nourrissent au début du XXe siècle. C'est le moment où, en ce qui concerne les études grecques, on arrive véritablement à s'intéresser à l'art archaïque du VIe siècle avant Jésus-Christ, à l'art orientalisant du VIIe siècle avant Jésus-Christ, et aux périodes préhistoriques, qui jusque-là étaient regardées comme affreuses, hideuses, horribles. On l'a mis en valeur, Vincent Blanchard, des Antiquités orientales et moi-même, dans l'exposition Idole à Rodez. L'art cycladique, c'est d'abord considéré comme affreux, abject, des petits monstres, little monsters, dans la bibliographie anglo-saxonne. Et c'est le primitivisme, le regard des artistes, d'abord, avant celui des archéologues et des historiens d'art, sur ces œuvres, qui permet de regarder ces choses. Et à partir du moment où on regarde ces périodes pré-classiques, qui précèdent le premier millénaire avant Jésus-Christ, enfin d'abord l'époque classique, et donc le 6e, le 7e, le 8e siècle avant Jésus-Christ, et puis les millénaires précédents, qu'on arrive à se parler et à comprendre mieux nos disciplines respectives. Ça a débouché sur un certain nombre d'expositions très intéressantes dans le monde anglo-saxon, notamment au Metropolitan Museum, que tu connais bien, Ariane, où là on compare l'art assyrien et les productions orientalisantes, et plus récemment, pour les périodes préhistoriques, l'exposition que nous avons ouverte au printemps et qui est encore visible. Jusqu'en octobre à Rodez. Ce sens du idole teasing. du 3e millénaire. En ce qui concerne cette fois-ci les idoles cycladiques ou anatoliennes. Merci. Et Yannick voulait aussi éventuellement nous dire cette discipline qui s'affirme comme une discipline savante sur le tard, en fait. Oui, en tout cas, les premières chaires qu'on appelait à ce moment-là d'art musulman sont apparues, que ce soit à l'École du Louvre, au Collège de France, etc. Je dirais la grande période, c'est entre 1900 et 1930. C'est vraiment là que la discipline savante ou disons académique se structure. Avec jusqu'à aujourd'hui de multiples questionnements par tout le monde, autant par les savants que par le grand public. Qu'est-ce que l'art islamique? Donc ça reste quelque chose de compliqué. Beaucoup de musées ont voulu, et le Met notamment, rebaptiser ces départements, et le Met a choisi il y a 15 ans, avec le recul maintenant, un certain échec de l'appropriation, en appelant finalement ce département par les contextes géographiques juxtaposés, donc les collections du Proche-Orient, de l'Iran, de l'Asie centrale, etc., qui montrent aussi un problème évidemment avec le mot, qu'il soit musulman au début du XXe siècle ou islamique aujourd'hui, dans notre contexte contemporain, en plus de confusion dans tous les sens entre l'islam comme une religion strictement ou l'islam comme une civilisation. Donc la vie académique est bien sûr très active maintenant dans ce domaine. Elle a été aussi accélérée par, depuis maintenant une dizaine d'années, par une volonté aussi de créer beaucoup de postes à l'université dans ce domaine, qui continue à s'appeler Histoire de l'art islamique ou Histoire des arts de l'islam, et qui finalement accepte cet héritage d'appellation pas forcément simple à porter aujourd'hui, mais il faut donc être à chaque fois dans l'explicitation de ce qu'on entend par art de l'islam aujourd'hui. Et puis, je riais beaucoup à voir dans les yeux des uns et des autres le vécu de ces fameuses couches archéologiques islamiques qu'on n'aime pas voir. Mais nous avons maintenant toute une génération d'archéologues spécialistes d'archéologie islamique qui savent traiter ça pour vous laisser très vite la place sur les niveaux plus anciens, mais sans détruire ce qu'il y avait à notre époque. Et en voyant qu'il n'y a pas que des hiatus. Donc, oui, tout à fait. Merci. Et Yannick, tu évoquais l'actualité. On avait aussi abordé ça ensemble. Le fait que pour le coup,
Tu parlais aussi des musées modernes. Le British Museum, par exemple, a remarié les arts de l'islam et les antiquités orientales récemment. Et c'est vrai qu'on partage pour le coup une difficulté qui est l'actualité des pays sur lesquels on travaille, qui pour beaucoup est, on peut dire, à tout le moins complexe, et qui parfois est aussi un écran par rapport aux cultures dont on parle. Voilà, tu voulais réagir. Non, mais je pense qu'on est, et le quotidien le montre, on travaille étroitement ensemble, et c'était le cas aussi avec Marielle. On est autant concernés sur les coopérations, soit de sauvetage du patrimoine au Proche-Orient large, Syrie, Irak, ou aux relations professionnelles savantes, on va dire, avec nos collègues iraniens. Donc, je dirais que là, nos destins sont très liés. Et on a intérêt à ce qu'ils soient très liés pour être plus forts aussi dans nos aides et dans nos collaborations. Et peut-être du coup aussi dans la manière dont on le présente, pour ne pas oublier qu'en effet les pays dont on parle, les pays actuels, sont très bien connus ou trop hélas connus du fait de l'actualité, mais qu'on doit du coup aussi adapter notre discours en fonction de ça, et avec du coup un contrepoint qui est l'Égypte. Et parce que c'est toujours intéressant de se parler, l'Égypte qui fait partie du Moyen-Orient, mais qui du fait de l'égyptologie à son autonomie historique, et qui en même temps du coup voit peut-être parfois un phénomène inverse d'une sorte de suprématie, enfin d'écran de l'Égypte antique sur l'époque plus moderne. Il est certain que dans la connaissance générale, quand on dit Égypte, on pense au pharaon. Ça, c'est incontestable. Parce que pour toute la mythologie qui se rattache autour, pour tout ce que vous connaissez, alors que l'Égypte islamique médiévale, elle, est très peu connue. Il faut dire aussi que l'Égypte islamique médiévale se résume pour une grande partie au Caire. Il y a bien sûr des monuments ailleurs, mais c'est l'essentiel des monuments importants, magnifiques d'ailleurs, se trouve au Caire. Et je pense que c'est l'un des éléments qui font que l'islam médiéval en Égypte est peu connu du grand public. Alors, je me permets de signaler, outre un destin aussi qu'on connaît moins, mais un destin commun autour des papyries ou des textiles entre votre département et le nôtre, nous célébrons les 70 ans de la mort de Gaston Viette, qui a été pendant 26 ans directeur du musée d'art arabe, devenu musée d'art islamique au Caire, par une publication qu'on aura l'occasion, je pense, de célébrer au Collège de France, puisque Gaston Viette est aussi important dans l'histoire de cette maison. L'ouvrage sort le 2 novembre, et puis nous aurons du coup une exposition du Caire islamique au Louvre en novembre prochain. Ça vaut la peine de le signaler, parce qu'effectivement, c'est important aussi de rappeler ce passé-là. Merci. Et alors, en termes d'actualité, je dois dire, on peut peut-être évoquer que Sébastien Allain, on le lui souhaite, va procéder bientôt à la restauration du tableau de Sardanapale. Ça, c'est pas du tout. Mais qui est quelque part une vision qui se retrouve. Parce que Sébastien Allain, je me permets juste, ne savait pas que dans beaucoup de manuels sur la Mésopotamie antique, c'est une œuvre incontournable, aussi paradoxale que ce soit. Alors, oui, là c'est vraiment paradoxal, parce que pour le coup la source est Byron. Hein. Oui, tout à fait. Donc c'est alors Delacroix a regardé des manuscrits plus ou moins, enfin, ou des ouvrages, mais la source c'est vraiment Byron. Alors peut-être je peux rebondir sur deux choses, sur ce que vous avez dit sur l'avant-garde et le primitivisme. Le primitivisme, c'est l'avant-garde dès le début, enfin si je peux employer ce terme anachronique. Et la première chose justement dans le rapport en pensant avec Sardanapale, c'est que ce que vous évoquez de la complexité de ces antiquités orientales, je ne sais pas comment les qualifier de façon plus précise, et d'un public qui peut être un peu perdu dans effectivement la complexité des empires, l'idée d'empire, etc., participe peut-être du fait que, je ne sais pas si on peut dire peut-être plus que l'Égypte encore, mais le mythe est encore un peu présent, et une espèce de fascination
où l'histoire ne l'a pas complètement tué. On voit par exemple à la fin du XIXe siècle, alors que les études dans ces domaines-là avançaient, alors que les objets étaient mis à disposition, l'importance de ces objets, de cette culture, etc., pour l'occultisme. Voilà, si on songe à Sarpé là-dedans ou à d'autres. Donc on voit que là, il y a quelque chose qui résiste aussi parce que c'est lié à la Bible, aussi parce que c'est lié à des textes antiques et aussi à ce sublime qui s'est accroché à ces histoires-là, notamment au moment de l'époque romantique. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, nous sommes presque dans les temps, donc je me permets de conclure d'une manière, j'espère, suffisamment modeste, que nous sommes très heureux d'avoir pu célébrer tous ensemble cet anniversaire de la création administrative d'un département qui avait donc, en réalité, sa vraie création, ça reste 1847 et le musée assyrien. 1881, c'est donc finalement la reconnaissance, en fait, des efforts de plus de 20 ans de recherche archéologique, de déchiffrement, de travaux, de publication. Je l'ai évoqué hier avec notamment donc cet ouvrage de Jules Maule, et ça n'est aussi que le départ d'une dynamique très forte à la fin du 19e et jusque dans l'entre-deux-guerres, de redécouverte de périodes complètement oubliées, d'un vertige chronologique et d'un élargissement aussi donc du cadre géographique qui va aller jusqu'à l'Espagne, donc de l'Asie centrale à l'Espagne. C'est donc un événement majeur pour la discipline, je le crois, on l'a un peu montré, pour le Louvre, pour la collection d'Antiquités orientales, certainement. C'est suivi une année après de la création de l'école du Louvre avec des enseignements importants en assyriologie aussitôt après. De la création de la revue d'assyriologie. On a dit qu'on pourrait fêter avec nos amis turcs la création du musée d'Istanbul qui est créé exactement la même année, du musée archéologique. C'est aussi, pour faire un clin d'œil à nos amis égyptiens, la création de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire cette même année. Et en même temps, parce que nous devons toujours relativiser, c'est aussi un non-événement pour nos collègues au Louvre, dans les autres départements, et sans doute beaucoup plus largement dans le monde. Donc voilà, c'est un événement et un non-événement. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions...